va changer de sujet puisque Madame Anani est là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable, je le disais, du service aide à l'adaptation du cadre de vie. Qu'est-ce que c'est exactement l'aide à l'adaptation au cadre de vie? Alors, l'aide à l'adaptation du cadre de vie est une aide volontariste du département qui a été mise en place depuis 2016 pour aider les familles à revenus modestes à adapter leur logement. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas faire des réparations telles les toitures, l'électricité, mais on va faire des travaux permettant à la personne de se déplacer à l'intérieur de son domicile en toute sécurité. Pour les personnes âgées ou bien sur toutes sortes de personnes? Alors, les personnes âgées et les personnes handicapées à partir de 60 ans. D'accord. Alors, ça signifie qu'il faut un dossier pour cela? Il faut faire un dossier, il faut fournir un certain nombre de documents, notamment, comme je vous ai dit, ce n'est pas une aide éligible à tout le monde. Donc, il y a des critères de revenus. Oui. Et donc, une fois que vous remplissez les critères, vous êtes éligible. Alors, les gens qui vous regardent en ce moment et qui sont soit handicapés, soit des seniors et qui ont ces difficultés, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, la toute première chose, c'est de rentrer en contact soit avec le CCAS de leur commune, soit avec le service de l'aide à l'adaptation du cadre de vie en faisant le 99 77 deux fois. Ouh, vous allez un peu vite. Moi, je n'ai pas eu le temps de noter. Vous dites 99 99 77 deux fois, qui est le standard du conseil départemental. Oui. Et à ce moment-là, nous procédons à l'envoi soit postal, soit par voie numérique. D'un dossier? D'un dossier. Il est compliqué à remplir le dossier? Il n'est pas si compliqué que ça. C'est simplement les pièces à fournir, un devis à fournir. Et à partir de là, on a matière à travailler, notamment avec nos ergothérapeutes qui vont directement sur place. Alors justement, là, l'ergothérapeute Mariela Bouzor, bonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous intervenez dans ces cadres-là? Alors justement, comme soulignait Madame Anani, on reçoit justement des dossiers par le conseil départemental. Nous sommes 4 à travailler pour justement l'aide à l'adaptation du cadre de vie. Et une fois qu'on reçoit les dossiers, on se rend au domicile de la personne pour évaluer les conditions de vie, de déplacement, les capacités, les incapacités. Donc on réalise une évaluation qui peut être long au départ, mais c'est pour bien comprendre vraiment la situation de la personne au domicile et voir aussi les intervenants, puisqu'il y a la personne en situation peut-être d'handicap ou le senior, mais il y a aussi les aidants, il y a aussi peut-être parfois l'infirmière qui passe ou d'autres professionnels. Donc on doit tenir compte justement de l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la personne pour pouvoir mieux adapter le logement quand la personne est dépendante, quand la personne a une incapacité quelconque, mais aussi les problèmes de vue. Donc, en fait, on doit tenir compte vraiment de l'ensemble des incapacités, mais aussi des capacités pour rendre le logement plus adapté et facilitateur pour la personne, mais aussi pour les aidants. Alors, Madame Anani disait tout à l'heure, on ne va pas s'occuper ni du toit de la maison, ni des murs, mais si vous arrivez dans une case où vraiment la situation est compliquée, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, on est également sollicité pour ça, puisque des fois on nous dit oui, mais la toiture coule, oui. Donc ça peut le aussi plancher, nous... oui, Tout à fait, et ça engendre aussi des risques de chute. Oui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on quand même on a un regard assez pluridisciplinaire et polyvalent justement quand on arrive dans le logement. Donc on oriente vers d'autres aides, où on conseille, où on essaie de négocier en tout cas avec les artisans pour une partie qui peut être prise en charge par la famille. En tout cas, on essaie d'accompagner, en tout cas, quand la famille a les moyens, bien sûr. Oui. Mais même qu'on n'a pas les moyens, il y a toujours moyen de négocier parfois avec l'artisan pour au moins le lieu où la personne se déplace, ou est en permanence, que ce soit en tout cas confortable. Donc après, il y a des aides qui sont cumulables. Donc on peut faire effectivement l'aide à l'adaptation du cadre de vie, mais il y a aussi d'autres aides qui peuvent être sollicitées pour la toiture, pour d'autres travaux. Je me tourne vers Madame Anani. Ça veut dire que le financement de la CV, il y a un montant... un volume qu'on ne doit pas dépasser? Effectivement, il est plafonné à 5 000 euros. 5 000 euros. Quel que soit le public, qu'on soit âgé ou handicapé. Oui. En sachant que, pour rebondir sur ce que disait Madame Bouzor, pour les travaux de plus grande importance, nous transférons les dossiers directement à l'amélioration de l'habitat. Oui. Et vous ne discutez pas avec le devis sur le devis, non? Alors, discuter, ça dépend aussi. Ça veut dire qu'on vous donne un devis qui fait plus de 5 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout est dans la négociation. Oui. On essaie de, puisque effectivement ce n'est pas une aide obligatoire, nous sommes soumis à un budget annuel, et le but c'est de pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
Donc, quand il y a un budget de plus de 5 000 euros, mais pas trop loin hein, des 5 000, 6 000, 7 000 euros, on essaie de négocier avec l'artisan, c'est le travail notamment des ergothérapeutes qui vont sur place, et de prioriser les travaux les plus importants. D'accord? Puisqu'on est vraiment dans l'adaptation, on n'est pas dans la rénovation du domicile. Voilà, on est vraiment là pour faire ce qui est nécessaire pour que la personne soit en sécurité à son domicile. Alors, je crois un cas particulier que je connais, c'est la rivière des Pères où le cyclone a complètement balayé la maison. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, c'est un cas vraiment particulier. La personne va Il y en pas a beaucoup solliciter comme ça. la CV en priorité. Oui. La personne fera un dossier éventuellement à l'amélioration de l'habitat pour peu que la maison soit qu'il reste quelque chose. S'il ne reste rien, vous comprenez qu'on ne va pas aller au... Rivière des Pères, il y a des endroits où il ne restait pas grand-chose. C'est ça. Oui. Donc tout dépend du cas. Parce que dans des cas pareils, il faut penser éventuellement à un relogement. Oui, bien sûr. Puisque demain... C'est le cas voilà. à Goya, par exemple. Madame Bouzor, l'ergothérapeute, c'est quelqu'un qui aide au cadre de vie d'une manière générale, c'est ça? Oui, alors l'ergothérapie, en fait, les ergothérapeutes réalisent de la rééducation fonctionnelle. Nous sommes des paramédicaux, donc on fait de la rééducation, mais particulièrement rééducation physique, la rééducation physique. Vous ne s'occupez pas uniquement des maisons, non? Voilà, on s'occupe pas uniquement des maisons. Voilà, on s'occupe pas uniquement des maisons, mais justement ce regard justement que l'ergothérapeute a sur lorsqu'on fait l'évaluation. Pour regarder un petit peu les capacités et incapacités de la personne, cela nous oriente beaucoup plus facilement à adapter le domicile. C'est aussi l'objet de notre déplacement, hein, lorsqu'on va à domicile, de vraiment regarder l'aspect physique, les capacités, comme je disais, pour pouvoir conseiller au mieux pour l'adaptation du logement, pour les déplacements. Et comme disait Mme Anani, on est vraiment sur un regard à prioriser justement ce qui faciliterait les déplacements au sein du logement. Oui. Et ça vous arrive de discuter avec l'artisan? Oui, régulièrement. Oui. Nous sommes dans l'obligation, en tout cas, de collaborer avec les artisans, puisqu'on doit parfois rajouter des éléments, une barre d'appui oubliée, une barre en T qu'on souhaite rajouter peut-être au niveau de la douche, ou une rampe d'accès. Des fois, on doit revoir carrément... Un carrelage à l'italienne, par exemple. Voilà, alors les douches dites à l'italienne, mais ce sont plutôt des douches de sol, hein, pour reprendre les termes qu'on utilise. Donc, parfois, il y a des douches qu'on ne peut pas modifier puisque la configuration ne permet pas. Donc on demande parfois de diminuer un petit peu la hauteur de dénivellation et des éléments comme ça. Donc on est vraiment dans un regard, on va dire, global, mais en collaboration étroite avec les artisans pour réajuster les devis et faire au mieux, en tout cas pour l'usager. Et c'est vous qui faites le rapport à Mme Anani? Tout à fait. Donc on réalise un compte-rendu avec l'ensemble des éléments, les photos, tout ce qu'on doit modifier avec une conclusion qui permet justement... ce rapport est envoyé aussi à l'artisan pour qu'il puisse vraiment respecter un petit peu les travaux sur lesquels on s'est mis d'accord au départ. D'accord. Mais alors, c'est une question un petit peu plus générale. Vous qui visitez un petit peu ces maisons dans le Haut-Grande-Terre, quelle est la situation globalement? Alors la situation, moi j'ai une vision effectivement globale, je dirais qu'elle est pas très bonne. Voilà, parce qu'on a au niveau de l'habitat, je pense. Au niveau de l'habitat, tout à fait, parce qu'on a des logements, il faut comprendre aussi notre histoire, hein. On a pas mal de logements qui ont été conçus après le cyclone Hugo, donc c'est des blocs de béton. Et justement, on a beaucoup rajouté de pièces voilà, autour de ce logement-là. Et parfois, les fosses septiques se retrouvent au milieu toujours. Même si on demande des travaux de rénovation, tout le monde n'a pas les moyens, vous l'avez dit, hein. Donc on se retrouve avec des portes assez étroites qu'on doit agrandir, mais quand il y a un mur porteur, c'est assez compliqué de pouvoir modifier. Donc on est obligé parfois de détourner, de créer une nouvelle pièce. Donc oui, la situation, on va dire, n'est pas très bonne, de la vision en tout cas que j'ai. Voilà, donc on n'est pas dans l'anticipation justement à se dire, bon, on a peut-être une baignoire, mais en attendant, on prépare déjà le sol pour recevoir une douche. On est vraiment dans... Quand il y a une salle de bain. Voilà. Quand il y a une salle de bain, tout à fait, mais on agit beaucoup dans l'urgence. Post-hospitalisation, on nous demande rapidement d'intervenir mais il n'y a pas d'anticipation quand on va dire, on sent qu'on est en incapacité ou qu'on a des petits troubles de l'équilibre, à se dire, bon, il faut peut-être penser à avoir un logement plus adapté. On attend vraiment l'urgence pour pouvoir intervenir. Alors, tout à l'heure, on aura un débat sur vieillir en Guadeloupe.
avec Madame Saint-Sauveur, je ne sais pas si vous la connaissez, mais l'autre question, c'est, on a parlé de l'état des maisons et l'état des gens même du troisième âge, ce qu'on appelle les seniors. Comment, dans le Nord-Grand-Terre, les gens vivent un peu, globalement? Alors, globalement, moi, je dirais qu'on a quand même des seniors, des centenaires. On a pas mal de centenaires. Oui. Les dossiers qu'on a, en tout cas, on nous demande justement d'agir rapidement sur les dossiers de centenaires. Mais moi, je pense qu'on vieillit bien, en tout cas, sur le département. Après, c'est surtout les pathologies qu'on rencontre, qui sont le diabète. Beaucoup de situations, le diabète et l'hypertension qui engendrent des AVC. Et qui fait que voilà, on se retrouve avec une population où on dira en tout cas que c'est nos habitudes de vie alimentaires, je pense, qui ont changé, beaucoup de sucre dans l'alimentation, et je dirais qu'on se retrouve avec une population qui découle justement de ces pathologies que j'ai citées tout à l'heure. Donc, Madame Anani, je vous laisse boire rapidement. Alors, en dehors même de l'aspect matériel et de cet aspect de la vie, ça signifie que au niveau du conseil, il y aurait peut-être d'autres actions au niveau de la qualité de l'alimentation, des choses comme ça à intervenir, parce que tout ça, c'est le cadre de vie. Tout à fait. Alors, en fait, globalement, l'objectif, c'est d'anticiper toutes les problématiques, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'habitation. Et vous connaissez régulièrement, chaque année, on fait la semaine bleue. Et c'est l'occasion, justement... Mais c'est juste une semaine. C'est une semaine. Oui. Mais entre la semaine bleue et le reste de l'année, on va dire, il y a différents ateliers qui sont mis en place. Après, tout est une histoire de communication. Mais il y a des ateliers qui sont mis en place pour justement sensibiliser le public à ce type... de pathologie. Ça veut dire, Madame Bozo, que vous pouvez intervenir chez les gens pour leur dire buvez moins d'alcool, par exemple, buvez moins de choses sucrées, moins salées, etc. Oui. C'est pas trop délicat? Alors, lors de l'évaluation, il est vrai qu'on a un regard sur l'ensemble des éléments, puisqu'on demande aussi les habitudes de vie, surtout quand on constate qu'il y a peut-être une dégradation. Donc, on est aussi là pour conseiller, et c'est bien pour ça que le département nous sollicite vraiment pour conseiller, accompagner et orienter, parce que parfois, en attendant la réfection du logement, il faut aussi trouver des solutions temporaires parce qu'il y a des travaux à réaliser. Donc, on a un réseau assez dense. Donc, on fait jouer justement nos contacts pour orienter, mais également de la pédagogie, puisqu'on peut parler effectivement d'alimentation, mais comme du tapis qui gêne. Oui. Le tapis qui va gêner à l'entrée parce qu'il n'est pas antidérapant ou des éléments comme ça. Donc, on a vraiment cette vision globale. On ne peut pas tout faire, c'est vrai, parce que voilà, on ne peut pas agir sur tout, puisque notre priorité, c'est vraiment le logement. Mais il est vrai que quand on a des informations, on oriente en tout cas les familles vers d'autres partenaires qui pourrait en tout cas accompagner au mieux sur l'élément indiqué. Dernière chose, le traumatisme post-Covid est passé dans ces familles quand vous les visitez? Alors, aujourd'hui, oui, les masques sont tombés. Moi, c'est ce que je constate en tout cas. Voilà, donc il y a le masque sur le visage, mais il y a le masque dans la tête aussi. Oui, alors je dirais que ce que je constate, non, on est toujours très bien accueillis chez les familles. Oui. C'est nous qui demandons justement parfois de mettre le masque quand la personne, on constate qu'elle est vraiment en situation de fragilité. De toute façon, nous, on porte toujours le masque à domicile. Oui. Ah, mais c'est obligatoire. Oui. On va dire que... Enfin, c'est depuis le Covid ou bien même avant? Non, avant le Covid, on ne portait pas le masque. Depuis le Covid, effectivement... Masque et gants. Voilà, non, pas de gants. Juste le masque, puisqu'on reste des professionnels de santé, et ça reste quand même obligatoire, obligatoire entre guillemets, pour nous. Mais par principe, quand on sait qu'on va chez un usager fragile, on garde le masque, puisque le virus, il est toujours présent, mais pas que le Covid, il y a aussi la grippe, il y a d'autres virus. Donc, par principe, on garde le masque pour protéger l'usager fragile. Des fois, on nous demande d'enlever parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas bien et qui lisent sur les lèvres. Enfin, on a pas mal de situations. Donc, parfois, on enlève, on garde une distance quand même, mais voilà, il y a pas mal de virus. Donc, par principe, on garde le masque. Il y a suffisamment d'herbothérapeutes en Guadeloupe? Alors, je dirais que
Il y a des ergothérapeutes, puisqu'aujourd'hui, j'entends, en tout cas sur le réseau de l'Association française des ergothérapeutes, qu'il n'y a pas beaucoup de postes en ce moment. Mais on va dire que c'est assez tournant, puisqu'il y a des ergothérapeutes qui viennent pendant un certain temps et qui repartent. Donc, en fait, je dirais qu'il y a un besoin, en tout cas, Il y a un besoin. et moi, j'encourage Madame justement... Anani, parce que comme elle est décisionnelle, elle va faire remonter. Parce que elle me disait tout à l'heure que quelquefois elle peut intervenir en haut sur son périmètre qui est le Nord-Grande-Terre. Exact. On peut l'envoyer même à Rivière-du-Père ou à Goya au ou Sainte, à Capesterre. à Margalante. Voilà. Oui. Ça ne me dérange pas, puisque moi je suis de la Guadeloupe. Hein. Oui, donc bien sûr. voilà, donc je me dis que les Saintes, la Désirade, justement, qui sont. Pas Margalante. Margalante également. Hein, oui, oui, on fait vraiment, on agit sur ces territoires, donc on se partage justement les dossiers, mais on est tout à fait apte et on le savait dès le départ dans notre convention qu'il fallait qu'on agisse sur l'ensemble du territoire. Donc ça fait partie de nos missions. Alors, Madame Anani, un dernier mot pour dire où on doit s'adresser en cas de besoin urgent, parce que je suis sûr qu'il y a des gens à ce moment qui disent ouais, mais battez ça, etc. Donc, allez-y. Alors, besoin urgent, je redis, comme disait Madame Bozor, il faut anticiper. Oui, d'accord ? pas attendre. Pas attendre, puisque, comme je vous ai dit, on a un budget. Vous faites une demande dans l'urgence. Voilà, ça va prendre au moins 3 mois minimum pour avoir une attribution. Oui. Donc, il faut s'adresser à l'aide à l'adaptation du cadre de vie au 99 77 2 fois. C'est à Basse-Terre. C'est à Basse-Terre. Wow. Vous avez également une adresse mail à acv.direction.paph@cg971.fr et donc nous répondons à toutes les sollicitations. Mais il n'y a pas de, je veux dire, de rencontre en live, enfin en public. C'est simplement, ça se fait par mail ou par téléphone. Alors, ils peuvent venir sur place également. Non, mais si on habite au Nord-Grande-Terre. Ben voilà, c'est un peu plus compliqué, donc on privilégie à ce moment-là soit le mail, soit la voie postale. Eh bien, merci mesdames pour tous ces renseignements et on rappelle donc l'aide à l'adaptation du cadre de vie, c'est une disposition du Conseil départemental de la Guadeloupe. Mais on va vous quitter, on va passer à autre chose, on va passer à la réalité de l'actualité.